Bon, Aurélien, up to you. Eh bien, merci de me recevoir. Alors, déjà, je vous rassure, déjà, félicitations pour les marathoniens. Et je vous rassure, l'IA ne peut pas tout. Et donc, non, elle ne remplacera pas un coureur et surtout pas un entraînement. Par contre, elle peut peut-être aider à un entraînement. Bon, j'ai pas prévu cette thématique-là pour ce soir, mais effectivement, ça peut aider justement dans la gestion de soi ou dans le suivi et dans le partage des savoir-faire, mais je vais essayer de réexpliquer ça. Donc, en un quart d'heure, je vais essayer de vous brosser assez rapidement l'IA dans l'entreprise. Je vais d'abord me présenter. Donc, Aurélien Verlienne, moi, je suis de formation, ce qu'on appelait développeur web dans les années 2005. Dans les années 2005, il n'y avait pas Facebook, il y avait même pas encore Amazon. Et Google commençait à peine à poindre. Donc, ça date d'un certain temps. Puis j'ai continué dans l'informatique régulièrement. Je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle la donnée. Et vous allez voir qu'on va en reparler tout au long de cette présentation parce que sans données, en fait, on ne fait rien en termes d'intelligence artificielle. Et donc, en fait, le cœur et le nerf de la guerre, il est bien sur les données. Donc forcément, bah, après, puisque je m'intéresse à la donnée, bah, je crée ce qu'on appelait un data lab en ce temps-là. Donc je recrute mon premier data scientist. Vous avez déjà dû entendre ce terme, hein. Le data scientist, c'est celui qui travaille les algorithmes et la donnée. Et je recrute ce premier data scientist. Et puis en 2016, on décide de créer notre entreprise parce qu'en fait, on voulait plus faire du sur-mesure, faire du conseil, faire ce qu'on appelle des POC, des proof of concept. Donc, c'est-à-dire un client arrive, dit, tiens, j'aimerais bien utiliser de l'intelligence artificielle, faites-moi une démonstration. Et puis, on ne va pas plus loin, on voulait faire un produit, donc on s'est lancé. Et on a créé ce qu'on appelle un jumeau numérique. Donc en fait, l'enjeu, c'est de modéliser une ligne de production industrielle. On s'est spécialisé dans l'agroalimentaire. Donc je vais te donner un exemple, une usine à Nantes, là, une usine BN à Vertou, hein, c'est le seul endroit où sont fabriqués les BN que soit vous mangez, soit vos enfants, soit vos petits-enfants mangent. Et là, l'idée, c'est d'être capable de modéliser cette ligne, qui n'est pas toute jeune, hein, qui date des années 60, sous forme numérique, de récupérer et collecter la donnée et de faire travailler de l'intelligence artificielle pour aider à mieux maîtriser cette ligne de production. Donc les premiers cas qu'on a fait, c'est le biscuit doit sortir d'une certaine épaisseur. S'il est trop épais, le biscuit est pas calibré. S'il n'est pas assez, bah non plus. Il faut qu'il respecte une certaine couleur. Et chez eux, c'est à peu près 50 000 euros de perte par an, hein, sur un sujet comme ça. Et encore, je ne peux pas donner les vrais chiffres, mais il y a un petit peu plus. Et l'enjeu, c'est d'être capable, à partir de ces points-là, en fait, de la compréhension globale, de comprendre les phénomènes qui génère ces problèmes d'aléas d'épaisseur biscuit. Et on est capable de remonter avec l'IA jusqu'à la matière première. Donc chez eux, c'est un problème de matière première, plus un problème d'hygrométrie. Voilà. Et tous ces sujets combinés, bah, en fait, un cerveau humain ne peut pas le faire. Voilà. Donc on a créé cette entreprise-là qu'on appelle Startup, hein. Donc notre objectif, c'était de créer un produit et d'aller très vite sur le marché. On a travaillé pour des malteurs, etc. Et en 2023, bah, on était trop en avance sur notre âge, hein. C'est-à-dire qu'entre 2016 et 2023, il se passe 7 ans. Sur 7 ans, on crée le produit, mais on s'aperçoit que le marché va pas très très vite en fait. Et il a vraiment accéléré en 2023-2024 avec l'arrivée de ChatGPT, puisque en fait l'IA est enfin devenue accessible à tout le monde, alors qu'avant elle n'était pas, elle était réservée à un certain nombre de connaisseurs. Donc en 2023, on attaque, enfin en 2023, on arrive un petit peu en bout de course, nous, et on a besoin d'une accélération commerciale. Donc on revend l'entreprise à la société VIF qui fait des ERP. Et l'idée, c'est de rajouter le produit jumeau numérique dans l'offre globale de VIF. Alors pourquoi c'est intéressant, c'est que moi, en rentrant dans ça, bah, en fait, avec une équipe qui fait de l'IA, bah, je deviens responsable de la stratégie IA en 2023. Et mon objectif est triple, continuer à développer mon produit, développer de l'IA dans les nouveaux produits, dans les produits vifs actuels, et surtout développer de l'IA pour les collaborateurs. Et donc, j'ai mis en place ce triptyque et on en reparlera un petit peu après. Bon, je suis aussi investisseur, notamment dans des startups. J'adore tout ce qui est food tech ou tout ce qui est nouveau.
nouvelles méthodes et nouvelles productions et voire même ce qu'on appelle le low-tech, donc avec très très peu de technologie. J'adore ça. Je fais du consulting de plus en plus sur la stratégie data en entreprise parce que ça devient un enjeu assez énorme. Et je suis formateur et accompagnateur à l'adoption de l'IA. Bon, tout ça, c'est dans la logique et dans la cohérence de mes connaissances. Alors, je vais pas avoir le temps de vous demander les réponses, mais enfin, souvent, quand je commence une conférence, je pose quatre questions pour voir si des gens utilisent l'intelligence artificielle et ça va crescendo en termes de réponses. Donc, je dis, est-ce que vous utilisez par exemple un chat GPT dans un cadre pro? Souvent, j'ai pas trop de réponses. Allez, la dernière fois au West Data Festival, j'avais sur une centaine de personnes, j'avais 5 bras levés. Puis après, je commence à dire, est-ce que vous utilisez ChatGPT dans un cadre perso? Là, j'ai un petit peu plus de monde, mais bon, pas beaucoup plus. Et puis je commence à dire, bah, en gros, est-ce que vous êtes abonné à un Netflix, un Spotify? Et puis là, bah, aujourd'hui, globalement, on le voit, hein, dans Zoom, vous avez lancé l'enregistrement, donc il va y avoir une conversion texte. Et effectivement, bah, là, on utilise de l'IA. Donc globalement, après un smartphone, et automatiquement, on s'aperçoit que tout le monde va lever la main quand on arrive sur le smartphone. Donc ça veut dire que si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous utilisez déjà de l'intelligence artificielle, vous en utilisez potentiellement depuis longtemps, parce que dans les smartphones, ça existe depuis quand même assez longtemps. Amazon, je rappelle que leur différenciation, ça a été la recommandation d'articles, hein, et la recommandation d'articles, c'est efficace depuis 2012-2013. Donc l'idée, c'est de vous faire acheter plus, hein, bien sûr. Et donc, depuis 2012-2013, ce sont des algorithmes, hein. On ne pouvait pas, avec des millions d'utilisateurs, faire des règles pour tout le monde. En fait, voilà. C'était ça l'enjeu. Donc, inutile de résister. Si vous croyez être indépendant de l'IA, vous n'en êtes pas indépendant, vous en héritez. Et puis, vous le voyez aussi au quotidien de plus en plus, hein, avec les fake news, avec la libération d'un certain nombre de choses, bah, on va de plus en plus vite sur l'IA. L'idée, c'est, je vais rapidement expliquer comment ça fonctionne parce que souvent, ça paraît être une boîte magique. Il n'y a pas de magie dans l'IA. Je vais essayer de vous l'expliquer extrêmement simplement et rapidement. Donc, définition de l'IA, quand on demande à ChatGPT, petit conseil, si vous demandez quelque chose à ChatGPT que vous n'y connaissez rien, vous dites j'ai 10 ans. Et si vous lui dites j'ai 10 ans, il va vous l'expliquer de façon simple. Donc là, je lui ai dit j'ai 10 ans, comment fonctionne l'IA, enfin comment fonctionne l'intelligence artificielle. Il a fait toute une explication, vous la verrez, puis je vous partagerai les slides. Mais ce qu'il faut retenir de cette explication, alors il y a des choses qui sont complètement fausses, hein. En gros, prendre des décisions. Par exemple, nous, on ne fait pas en sorte que l'IA prenne des décisions, et je vous le déconseille très fortement. Euh, Ne faites pas une automatisation où l'IA prend toute seule la décision. Elle peut vous aider sur beaucoup de choses et avant de prendre la décision, vous avez quand même quelques années devant vous. Bon, en gros, le sens de cette définition globale, c'est quoi? C'est des algorithmes qui apprennent des expertises humaines et qui les reproduisent dans différents domaines. Voilà. Donc, et je parle bien qui apprennent des expertises humaines. Donc, en fait, si on n'a pas l'expertise ou si on n'a pas l'expérience mesurée au terme, notamment au travers des données, elle ne fait rien, l'IA. L'IA tout seul, si vous prenez sur étagère un GPT 3.0 qui n'aurait pas été entraîné, bon, bah, c'est un algo, mais il est vide. Donc, il va rien répondre. Donc, il faut imaginer qu'on a besoin de cette matière et on a besoin notamment de la donnée pour lui apprendre, mais je vais vous montrer comment. L'avantage aussi qu'a l'IA, c'est, un, elle va être plus rapide que vous, ça c'est obligatoire. Elle va répondre beaucoup plus vite. Elle va traiter beaucoup, beaucoup plus de données. Souvent, j'explique en fait en termes d'usage industriel, je dis à mes clients, est-ce que vous êtes capable de vous souvenir ce que vous faisiez le 14 avril 2023 en termes de production et comment ça s'est passé? Et souvent, on me dit, bah non. Et puis d'ailleurs, je vous mets au défi de savoir ce que vous faisiez le 14 avril 2023, à moins que ce soit soit votre anniversaire, soit l'anniversaire de quelqu'un de proche, sinon vous en souvenez peut-être pas trop. Et ben en gros, globalement, l'IA, elle va savoir aller traiter toutes ces données. Donc c'est ça aussi l'avantage. Donc elle va traiter beaucoup plus de données en termes d'historique et beaucoup plus de données en termes de données entrantes. Et puis elle est automatisable, ça bosse H24, ça s'arrête pas. Donc ça, c'est assez pratique. Nous, on aime bien les faire tourner la nuit, nous, les IA. Déjà, un, parce que ça coûte moins cher, on charge moins le réseau énergétique. Et puis, puis globalement, ça donne les restitutions le lendemain matin pour afficher les résultats à nos utilisateurs et c'est plutôt positif. Donc, il faut imaginer que l'IA, c'est une boîte noire, comme ça, avec bah, une base d'algorithmes, hein, une bibliothèque d'algorithmes, donc des conditions, des si, des if, des boucles, enfin plein de choses comme ça, mais qui n'est pas programmée.
Et puis pour la programmer, vous allez lui mettre des données d'apprentissage en dessous, là, et clairement, elle va formuler son équation. Je ne vais pas beaucoup plus loin sur la formulation d'équation, mais elle a beaucoup, beaucoup d'inconnus, cette équation. Donc, globalement, déjà deux inconnus, voire trois inconnus, on commence à galérer, nous, à gérer une équation à trois inconnus. Elle va en générer des milliards, voire des trilliards quand il s'agit d'IA générative. Une fois qu'on a entraîné l'équation, on va lui donner un certain nombre de valeurs de variables en entrée, en lui disant, essaye de la résoudre à partir des données que je te donne, et elle va formuler une réponse. Donc elle va essayer de faire le calcul à partir des données d'entrée pour faire une réponse. Cette réponse est en petits pointillés. Pourquoi? Parce que c'est une réponse calculée. Donc ce n'est pas une réponse enfin, certaine. Nous, par exemple, quand on va remplacer un contrôle qualité, enfin pas remplacer, on va faire une anticipation de valeur d'un contrôle qualité, on dit bien à nos clients, ce n'est pas le remplacement de la mesure. La mesure doit quand même arriver, si ce n'est que nous, on a pu avoir une information en avance. Euh, tout, tout pareil avec ChatGPT. Quand vous posez une question à ChatGPT, la réponse est une suite de jets de dés, en fait, hein. Globalement, ChatGPT répond comme ça. Il va se dire, OK, par rapport aux données qui m'ont été entrées, qu'il va transformer en plein de paramètres, des milliards de paramètres, il va dire, OK, je jette au dé pour savoir le premier mot. Donc le premier mot, c'est je, tu, il, enfin, vous voyez, un début de phrase. Donc ceux-là ont plus de probabilité. Il va jeter au dé en disant, bah, ça, c'est le plus probable. Et puis il va faire le deuxième mot par rapport au premier mot plus le reste, et il va formuler sa réponse comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui ont utilisé ChatGPT au début, vers la 3.5, voire même avant, globalement, il hésite, en fait. Vous le voyez mettre des mots, puis les retirer et les remettre, en fait. Alors maintenant, on traite ça tellement vite et l'algorithme va tellement vite qu'effectivement, il arrive à anticiper ces coups-là. Mais globalement, la résultante, la réponse, est bien un résultat de tirage de dés, hein, par rapport, donc c'est bien une réponse probabiliste par rapport à des informations qu'il aura eues en entrée et des bases d'apprentissage. Donc, par exemple, on peut imaginer, on va prendre quelque chose d'extrêmement simple, parce qu'on va finir par ChatGPT, mais on va reprendre quelque chose d'extrêmement simple, votre chiffre d'affaires. Vous avez tous une entreprise, je pense, ou vous en avez une. Donc, le chiffre d'affaires, c'est la donnée la plus sûre de l'entreprise, sauf si vous faites du black, mais si vous ne faites pas de black, c'est normalement la plus sûre. Et globalement, c'est la plus fiable parce qu'elle est contrôlée par tout le monde, parce que c'est ce qui fait vivre l'entreprise. Donc imaginons qu'on le mette dans une IA et qu'on lui dise, OK, je prends mon historique de chiffre d'affaires. Donc votre chiffre d'affaires, vous pouvez, enfin, c'est rare qu'il soit linéaire, il va faire quelques vagues, il va faire, enfin, voilà, il va pas forcément être très linéaire. L'idée, c'est que vous lui donnez l'historique et vous lui dites, maintenant tu apprends. Donc tu formules ton équation par rapport à ce comportement de mon chiffre d'affaires. Et une fois que vous avez ça, vous lui donnez, il s'est passé une journée, hein, parce que le temps de demander au data scientist, vous avez dû attendre une journée, et vous dites, maintenant, je vais te donner mon chiffre d'affaires d'aujourd'hui, donc le J-1, et je vais te demander de calculer le chiffre d'affaires du J+1. Et ben, il va vous calculer le chiffre d'affaires J et J+1, pardon, ouais, là j'ai mis -1 et J+1, et il va essayer de vous le calculer, il va suivre la courbe. Et globalement, ça donne ça. Donc en noir, c'est la phase d'apprentissage, enfin, c'est les données d'apprentissage, vous voyez, les chiffres d'affaires là. Et en bleu, c'est la courbe que l'algorithme a appris. Donc en fait, on voit que l'algorithme est capable de formuler une équation, ce qu'on appelle hautement non linéaire, hein, qui ne répond pas à une règle y égale x plus b, même si on voit que la tendance est linéaire, mais pas complètement. Et l'algo continue à apprendre ces points-là en disant, j'apprends du point précédent, je continue à apprendre du point précédent, etc., etc. Bon, à une variable, c'est pas très intéressant, mais à plusieurs variables, ça peut être très intéressant. En fait, à propos de ChatGPT, c'est exactement la même chose. ChatGPT, il a appris du web, donc c'est ça la puissance de calcul, et c'est là que l'argent a été mis principalement. C'est pas dans les algorithmes qu'ils ont été mis, c'est dans l'apprentissage, donc être capable de récupérer tout Internet, le collecter et le traiter dans un algorithme. Ça nécessite une puissance de calcul énorme. Les traiter aussi pour vérifier que les réponses sont pas fausses. Et puis après, vous envoyez vous un prompt, un texte. Ce texte est transformé et il vous fait une réponse probabiliste. C'est pour ça que si vous posez deux fois la question à ChatGPT à deux moments différents, potentiellement, vous n'avez pas forcément exactement la même réponse. C'est un tirage au sort. Là, vous êtes bilingue en IA, donc ce soir, dans pas longtemps, vous pourrez dire comment ça fonctionne et expliquer à tout le monde autour de la table comment l'IA fonctionne. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous voyez, ça fait pas tout. Et ça va dépendre énormément. L'enjeu, là, demain, ça va être la donnée à disposition. C'est-à-dire que pour moi, la bataille va se passer sur comment je traite mes données avec quel que soit l'algorithme, hein. Le chiffre d'affaires, comme je vous ai montré, ce pas les mêmes algos
qu'un chat GPT, c'est avec quelles données je vais travailler et comment je ne partage pas forcément beaucoup cette donnée, parce que ça, c'est un avantage, en fait. Parce que sans la donnée, en fait, bah, l'algo, il va rester moyen. Et imaginons que tout le monde ait le même chat GPT. Si on n'a pas une source de données à lui remettre à disposition pour qu'il la travaille, bah, il ne vous donnera pas plus que votre concurrent, clairement. Donc, pour mettre en place une stratégie IA, parce que si je vous ai motivé à le faire, j'en suis fort aise. Et l'idée, c'est de dire ben, comment on met en place une stratégie IA dans l'entreprise. On se pose trois questions. Parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, les concurrents le feront, hein, ça c'est sûr. Il y a deux axes pour moi. Il y a augmenter le chiffre d'affaires. Vous rendez de vos offres plus compétitives en mettant de l'IA dedans. Je vais vous montrer comment on peut faire. Créer des nouveaux services à vos clients. Donc ça, c'est bah, demain, je crée un nouveau service. Là, j'y pense, je suis en train de travailler sur un sujet, mais il y a des artisans qui ne répondent jamais à enfin, mes demandes de devis parce qu'ils sont débordés. Mais si j'avais une IA qui était capable de comprendre leur savoir-faire et de formuler une réponse à devis, bah, je pense qu'on y gagnerait beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je suis en train de m'intéresser à ça parce que moi, aucun de mes artisans, enfin, aucun des artisans que je contacte n'est capable de me répondre et ça dépend toujours de plein de choses, mais on comprend absolument rien. Bah là, vous voyez, une IA peut offrir un nouveau service et assurer plus de chiffre d'affaires. Et puis, vous avez un deuxième axe, hein, clairement, c'est diminuer vos coûts. Et en gros, c'est améliorer vos performances internes, faire la même chose pour moins cher, c'est-à-dire accélérer le travail en interne ou donc traiter plus de dossiers. Voilà. Donc, en gros, l'enjeu, il est là. Enfin, il est soit augmenter votre chiffre d'affaires en facial, soit diminuer vos coûts. Sachant que si vous travaillez en facial, forcément, tout le monde dit qu'il fait de l'IA. Donc là, enfin, il est bien de le prouver maintenant. Parce qu'il y a 2 ans, c'était facile de dire, ah bah, j'ai mis de l'IA dans mon produit. Et il y en a beaucoup qui le disaient, peu qui le faisaient. Nous, ce qu'on fait, par exemple, chez Vif, ce que je fais en sorte chez Vif, c'est qu'on le montre, quoi. Parce que sinon, c'est facile à dire. Et puis, des fois, on vous demande pas trop de preuves de valeur. Donc, par exemple, pour rendre une offre plus compétitive, c'est ce que nous, on a fait dans le RP, c'est augmenter le chiffre d'affaires. Donc, enfin, augmenter le chiffre d'affaires, pardon. C'est analyser le chiffre d'affaires quotidien de nos clients. Donc, ce que je vous ai montré comme algo tout à l'heure, ben, on l'a automatisé. Donc, un client se branche, on récupère le chiffre d'affaires par rapport aux clients de notre client, justement. Et l'algo va apprendre automatiquement et dire, bah là, il y a des commandes qui sont anormalement hautes. On a les anormalement basses. Donc, on envoie un mail et on explique. Ou on a les absences de commandes. Donc, vous savez, si vous avez des commandes récurrentes et d'un seul coup qu'un client arrête de vous commander, surtout dans l'agroalimentaire, c'est que vous avez peut-être un déréférencement, enfin, vous avez peut-être un certain nombre de conséquences qu'il va falloir traiter. Et donc, vous voyez, on est même capable, et c'est ça qui est assez sympa, c'est de voir une donnée qui n'existe pas officiellement. Donc voilà un des cas d'usage. Donc là, ça renforce la compétitivité d'un produit. Donc je vous laisse imaginer dans les produits que vous vendez comment vous pourriez augmenter cette compétitivité. Là, moi, je l'ai fait au titre de mon entreprise personnelle. Je travaille avec un vendeur de bio qui a développé un site internet. Donc sur son site internet, vous pouvez tout commander. Et puis en fait, il m'a dit, mais ce qui est galère, c'est que les gens, enfin, ils n'ont pas le temps de commander. Enfin, ils galèrent à faire des menus. Et moi, j'ai plus le temps non plus de leur en proposer. Donc, globalement, voilà la somme des recettes et voilà mon stock. Et donc, on prend le stock, les recettes et on a fait un petit comparateur. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, ça s'appelle monchef.ia. Bon, ne cherchez pas encore à y aller. J'ai pas encore ouvert le service complètement. Je suis en phase de test, mais peut-être qu'un jour, ça va arriver. Puis là, on dit, bah, je veux des repas faciles. On est deux. Et puis, globalement, je vais faire un week-end. Et là, à partir de ça, il va me générer à partir du stock des propositions de menus, à partir du stock Acaba Bio. Et si je suis intéressé, je lui dis, ben, fais-moi la liste de courses. Et voilà, j'ai ma liste de courses qui est prête. Et ça, globalement, je suis sûr que j'ai le bon conditionnement, potentiellement le bon contenu. Et l'idée, c'est d'automatiser, d'envoyer automatiquement potentiellement le panier pour dire, bah voilà, je veux cette commande-là, est-ce que tu peux me la préparer? Voilà. Ça, c'est un nouveau service qui va lui faire, enfin, qui va le faire se différencier des autres, notamment en termes de formulation de menu, parce qu'apparemment, personne n'aime faire ses menus, et je vous rassure, moi non plus. Euh, Ça, c'est pour les parties extérieures. Je vais aller assez vite pour finir assez rapidement. Ça, c'est la partie extérieure. Donc, c'est le plus facile à faire dans votre entreprise. Créer des nouveaux services, vous inquiétez pas, il y a plein de boîtes ou des gens comme moi qui vont vous dire, bah, on peut faire plein de choses. Ils vont avoir plein d'idées, puis vous allez générer peu de frustration au niveau de vos collaborateurs. Par contre, dès que vous voudrez améliorer la performance interne, là, vous allez bah, vous opposez à des barrières, ce qui est normal. Parce que là, je passe assez vite cette matrice, mais vous l'aurez. Là, j'ai fait une analyse sur les différents pans de l'entreprise
Donc là, c'est plutôt des entreprises industrielles, mais il y a l'administratif, commercial et direction. En fait, qu'est-ce qui pourrait être automatisé? Et en fait, on s'aperçoit que les pans d'automatisation, enfin, pas les pans d'automatisation, mais les pans de facilitation, bah, ils sont assez forts. C'est-à-dire que l'impact de l'IA, il va partout, en fait, à tous les niveaux. Et donc, globalement, notamment en administratif commercial. Là, vous avez potentiellement des choses qui, dans quelques années, seront quasiment complètement automatisables. Ça ne veut pas dire que, ils seront complètement automatisés, mais ça veut dire que vous allez faire la même chose avec moins de monde potentiellement. Et donc, je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur vos collaborateurs qui, en plus, eux, ont des tâches répétitives. Parce que plus la tâche est répétitive, plus elle sera facilement remplaçable. Donc, il faut gérer ce changement. Alors, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais ce changement se gère et c'est un enjeu avec le patron de décider de comment on va faire. Mais dans tous les cas, ça arrivera. Et si vous alignez pas derrière, ben, globalement, vous aurez un problème de compétitivité, c'est quasi sûr. Donc, je vous laisserai cette matrice, j'ai pas le temps de revenir dessus, mais bah, elle témoigne bien de l'impact. Donc, dès qu'on parle administratif et commercial, vous allez voir, tout de suite, ça va prendre. Et mes exemples IA génératifs sont liés à ça. J'ai testé, je n'aurai pas le temps de vous faire voir, mais je me suis amusé à dire, bah, je suis le patron d'une TPE, de conseil en assurance, ça c'est du hasard. Et puis je lui ai dit, bah, en fait, je veux me faire un contrat de travail. Bah, le contrat de travail, il n'est pas dégueu, hein, franchement, honnêtement, j'ai plus qu'à remplir. Il a pensé à des sujets comme la durée du contrat, parce que j'avais oublié de le dire, est-ce que tu es en CDI, CDD, enfin, il a pré-rempli un certain nombre de choses. Bah, un contrat de travail aujourd'hui, ça vaut peut-être pas les 150 euros que je payais chez mon comptable quand je faisais le nouveau contrat de travail. Bon, après, je le faisais parce que j'étais obligé quand même, mais on se dit que voilà, c'est quand même, c'est devenu assez simple. L'enjeu, après, je me suis dit, bah tiens, si je souhaite licencier mon employé, comment je fais? Surtout quand je ne suis plus dans ma période d'essai. Bah là, effectivement, le motif du licenciement, pour l'avoir fait moi-même, c'était pas un moment rigolo, mais je l'ai fait. Clairement, hors cadre de la période d'essai, ce qui m'a sorti comme motif de licenciement, le pourquoi, le comment et la méthode, et ben en fait, c'est exactement ce que l'avocate m'avait proposé. Donc, ben, pour dire que effectivement, le rôle de juriste, pour moi, ne sera pas remplacé, mais il va pouvoir être quand même sacrément accéléré, quoi. Voilà. Par contre, il faut être très vigilant sur vérifier les sources. C'est toujours ce que je dis. J'ai trouvé que la trame du motif de licenciement et de la méthode était bonne. Je n'ai pas vérifié toutes les règles de loi, c'est-à-dire qu'il me cite des règles de loi. Je ne suis pas sûr qu'elles soient exactes. Et ça, il faut. Là, par contre, à mon avis, le rôle de l'avocat et du juriste est extrêmement important là-dessus, plus que sur la rédaction elle-même. Bon, après, je me suis amusé à dire, tiens, en fait, quand vous êtes entrepreneur, si je veux demain acheter une baie de serveur informatique, que j'ai 100 000 euros à investir, bah, je lui ai envoyé mon état bilan financier 2018 en disant, on est en 2019, je t'envoie 2018 et dis-moi si mon banquier va me prêter de l'argent. Et la situation, bah, en fait, ça m'a permis de comprendre comment mon banquier réfléchissait pour voir si elle allait me prêter ces 100 000 euros. Et puis finalement, je me suis dit, plutôt qu'investir, enfin, plutôt que prendre un prêt, est-ce que je ne prendrais pas des investisseurs privés? Je lève 1 million. Donc là, je l'ai mis dans un autre contexte. Je lui ai dit, bah, écoute, tu es un investisseur privé, moi je veux lever 1 million pour 20% de mon capital. Est-ce que, en gros, tu finances par rapport à cet état financier? Forcément, il faudrait plein d'autres choses parce que un investisseur privé ne va pas investir que par rapport au bilan comptable. Enfin, sinon, fuyez-le, surtout dans une startup. Il va investir par rapport à plein de choses. Mais c'était assez rigolo de voir un peu comment il deal. Et oui, en fait, à la fin, pour l'information, il me prend 30%. Il ne me prend pas 20% pour 1 million. Bon, il était cool hein, comme investisseur. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez, ces métiers-là, c'est des métiers à forte connaissance. C'est des métiers qui ne gèrent pas enfin, qui gèrent des chiffres, mais qui gèrent tout un tas de contextes assez compliqués. Ben, ceux-là, ils vont se remettre en cause hein, concrètement. Donc, je vous laisse imaginer de l'administratif. J'ai fait une formation chez des comptables il y a 3 semaines. Ben, c'était pas très rigolo parce que globalement, il y a plein d'endroits où, ouais, où ça va être bouleversé en fait, ce qu'ils vont faire. Réduire les coûts, accélérer le bilan comptable. Voilà, le compte rendu de mission, je l'ai automatisé et je l'ai comparé à ce que me faisait le comptable. Bah, c'est pas mal, quoi. Voilà. Donc là, je vous embête pas plus. En termes de marketing, vous en voyez de plus en plus. Même on vous appelle par défaut maintenant, mais là, bah, on peut créer des profils assez intéressants qui donnent envie d'aller cliquer globalement. Nous, par exemple, là, Emma Dubois, c'est un fake que j'ai créé il y a quelques temps, que j'essaye de supprimer, que j'y arrive plus. Parce que j'ai fait un test, mais globalement,
j'ai fait un carton dessus, en fait. C'était assez impressionnant. C'était avant que ça s'automatise. C'était en 2023. Mais en 2023, d'un seul coup, on a fait un carton juste avec ben, un faux profil, quoi. Mais un faux profil qui correspond exactement à ce qu'attend un industriel. De ce qui correspond. On a mis sa formation était cohérente, etc., etc. Et puis bah, finalement, c'est elle qui a fait les prises de contact. Voilà. Après, on répondait nous humainement derrière, mais c'est elle qui a fait les prises de contact. Ben voilà, c'était un des premiers tests témoins que l'IA va changer les choses. Je suis pas forcément d'accord avec cette méthode, hein, entendez-moi. C'est juste qu'on m'a dit, bah, on fait de l'IA, ça vaudrait le coup de faire le test. J'ai dit oui, et quand j'ai vu que ça marchait bien, j'ai dit bon bah on va l'arrêter, et puis maintenant on n'arrive plus parce que le compte, on n'arrive plus à le supprimer. Mais on va y arriver un jour. On va créer des logos. Les graphistes demain, bon, celui-là, il est moche, mais clairement, c'est moi qui l'ai fait. Mais clairement, les graphistes ont beaucoup de questions à se poser. C'est-à-dire que sûrement qu'ils vont pouvoir demain fournir plus de choix. Par contre, après, tout le reste enfin, tout ce qui reste à faire, c'est de dire on va prendre les tendances avec l'IA, mais derrière, le vrai travail, il va être de décliner par rapport à ce que préfère le client. Donc, c'est à peu près 30% de gagner hein, globalement de temps. Pareil, créer des arguments publicitaires, vous envoyez blinde aujourd'hui, c'est très facile de faire un flyer pour expliquer, là, c'est des cheveux qui changent de couleur pour les gens chauves. Voilà, donc je m'étais amusé à faire une fausse entreprise. Bon, bah voilà, très, très rapidement, que ça soit sérieux ou pas, il vous fait un contenu. Et honnêtement, bon, là, celui-là, il est peut-être un peu farfelu, mais on a vite envie d'acheter, quoi. Enfin, globalement, on se fait vite avoir, clairement. Et puis on peut, par exemple, alors là, celui-là, je vais pas pouvoir enfin, je vais vous le présenter assez rapidement, mais on peut automatiser un certain nombre de choses. Notamment, moi, je me suis amusé pour le club de ma fille, le club de foot. Je vais le retrouver, Drive. Ouais. Pour le club de ma fille, en gros, il rédigeait pas il rédigeait pas de post Facebook. Et j'ai dit, tiens, on va faire un post Facebook à la semaine. Ils en rédigeaient pas beaucoup. Et donc, on va faire un post Facebook à la semaine. Donc, je collecte tous les posts Facebook de la semaine et le dimanche, j'en fais un résumé. Pardon, il ne faisait pas de résumé. Je cherche Genia et globalement foot. Hop, post. Voilà. Et vous voyez, en fait, je lui fais bien m'envoyer des propositions. Donc, ce que je fais, c'est que je collecte tous les posts ici. Hop, tous les posts de la semaine. J'ai un système d'automatisation qui va derrière, en fait, chaque semaine me proposer, hop, un contenu. Voilà. Et franchement, honnêtement, ça fait quelques mois que enfin, je l'ai envoyé pendant un an ou deux, clairement, toutes les semaines et on n'a pas vu la différence. Tout le monde disait, waouh, comment tu fais pour avoir autant de temps, pour faire des posts, etc. C'est chouette. Ils sont bien écrits. En plus, je lui avais demandé de favoriser les filles parce que je trouvais que les filles n'étaient pas assez mises en avant. Donc, en fait, ils mettaient toujours les contenus féminins en avant les garçons. Parce qu'on sait très bien que le foot, c'est un sport de mec. Voilà. Donc, bah, clairement, demain, quelqu'un qui fait du marketing, il a juste à relire, en fait. Mais par contre, le juste à relire, c'est comme tout le monde fait la même chose aujourd'hui il va falloir se différencier. Et pour se différencier, il faut remettre des formulations qui ne sont pas automatisées. Donc, il faut remettre un petit plus, une petite façon de faire. Donc, vous voyez, la différence de métier, c'est avant, vous rédigiez. Ben là, en fait, c'est vous faites rédiger et vous changez, vous mettez votre patte. Aujourd'hui, je le fais plus, ce genre de sujet, parce que c'est trop plat. Il faut rajouter un petit peu de sel, un petit peu de piment dans ce qu'on écrit, et rien de tel qu'un esprit humain pour le faire. Euh, Juste, je vais très vite atterrir. Mise en place d'une dynamique qui a dans son entreprise plusieurs axes. Choisir l'axe stratégique ou les axes stratégiques parmi les trois que je vous ai donnés. Parce que c'est en fait sans les patrons, on ne fera rien, clairement. Il n'y aura pas de volonté de changement. Vous verrez, il y a des gens qui vont changer, mais dans leur coin. Libérer et cadrer l'usage de l'IA dans l'entreprise, c'est extrêmement important parce que là, je vous donne l'impression que c'est facile, mais non, il faut quand même vérifier où vont les données parce que surtout en ce moment avec les États-Unis, c'est pas toujours évident. Choisir ses outils d'IA, parce qu'il ne faut pas être trop dépendant de certains outils d'IA. Il faut plutôt gérer son indépendance, surtout que, par exemple, chaque IA générative a sa compétence. Par exemple, Mistral va être très bon en rédaction scientifique et technique. ChatGPT va être meilleur en marketing. Former, accompagner vos utilisateurs, surtout si en plus ils se vont pouvoir potentiellement se sentir remplacés. Je vous invite quand même à vous préparer parce que sinon vous allez avoir des surprises comme j'ai pu avoir. C'est très intéressant la formation, mais moi je vois pas en quoi ça pourrait m'aider. Et là, c'était quelqu'un qui faisait de l'automatique, enfin qui faisait des traitements Excel toute la journée. Bon, si, pour elle, c'est très très automatisable en fait. Elle pourrait gagner beaucoup de temps. Donc en fait, c'était juste une peur du changement. Laisser émerger les usages et rationaliser, effectivement.
Vous allez voir au début, il y a plein d'usages et puis en fait, on rationalise et ça va pas tout remplacer dans l'entreprise. Et j'espère que je vous rassure là-dessus, mais moi, ça fait longtemps que je suis rassuré. Automatiser les usages viabilisés, ça oui, c'est en gros, quand vous avez plusieurs personnes qui font la même chose, notamment dans un prompt, il est peut-être temps de l'automatiser vraiment. Et vous verrez, on n'automatise pas tout, on laisse le petit clic-bouton à la fin pour l'humain finir le point. Et le dernier point, qui est le travail le plus important, c'est que vite on s'aperçoit que si on veut travailler avec de l'IA, la donnée, les qualités de nos données d'entreprise sont extrêmement importantes. Et là, il y a un travail phénoménal. Alors, ce que je ne conseille pas, c'est de commencer à le travailler, la qualité de la donnée, avant de commencer à utiliser l'IA. Mais vite, vous allez voir une marche énorme, c'est de dire, ah ouais, mais alors on a plein d'idées, on a testé, ça marche sur le concept. Maintenant, on veut commencer à vraiment le travailler là. Ah mince, ma donnée, comment elle est rangée, est-ce que j'explicite bien tout, etc. Et là, il y a un énorme pan de travail. C'est pour ça que j'ai expliqué à quel point en fait l'IA était puissante aujourd'hui. Mais demain, l'enjeu, c'est être capable de gérer sa donnée. Et c'est en termes de qualité, de quantité, de disponibilité et de faire en sorte qu'en plus de sécurité, qu'elle ne parte pas. Donc ça, c'est les gros enjeux de demain. Je vous remercie et j'étais un petit peu plus long que prévu. Ouf. Ben dis donc, faut qu'on avale tout ça, nous, hein. Ah bah oui, je suis désolé, mais Non, vous pourrez repasser au ralenti à 0,75, hein. bon, Non, mais merci pour la c'est très présentation. intéressant quand on Ah, sait. chacun son tour, là. Chacun son tour. Pardon. Madame le gouverneur, tu vois, je savais bien que tu allais parler n'importe quand. Il y a un monsieur qui lève la main avant toi. Alors là, la priorité n'est pas aux filles, mais aux mains qui se lèvent. Donc, Claude, à toi. Oui, bonjour Aurélien, merci pour ta courte présentation. En fait, quand tu parlais, moi j'utilise pas mal Gemini, ChatGPT, et quand tu intervenais, j'ai interrogé ChatGPT. Oui. Alors je te dis ce que j'ai mis. J'ai un formateur qui s'appelle Aurélien, qui Ouais. nous parle de l'IA. Quelles questions je peux poser à Aurélien? Ouais, ok, très bien. Non, mais Et c'est vachement intéressant. Parce qu'en fait, si on ne définit pas bien ce qu'on veut lui faire dire à ChatGPT, des fois, il envoie. Donc, il me dit quels sont les cas d'utilisation concrets de l'IA dans le domaine de la formation professionnelle. Donc, je pense que l'IA, il a compris formateur, formation. Donc, déjà, il me dirige vers la formation professionnelle. oui, Quels sont les défis éthiques associés à l'IA? Euh, il me dit, bon, je résume, hein, quelles compétences spécifiques les formateurs doivent-ils acquérir pour intégrer efficacement l'IA dans leur programme? Donc en fait, je comprends par rapport à ma data, mes données, que j'ai pas bien posé ma question mm, par rapport à ce que je voulais définir. Et ça, je pense que moi, j'utilise un petit peu, mais si la data, enfin pas la data, la chose que je veux lui faire dire, je l'exprime mal, il me comprend pas. exactement, exactement. Qu'est-ce que tu penses, Aurélien? Alors, bah, je vais pas répondre à ces questions, Oui, oui, non, c'est un exemple. mais ouais, c'est ça. En fait, il faut lui mettre une information et une demande extrêmement précise, sans politesse, et très cadrée. Un bon prompt, ça fait 4 pages Word, hein. Ah oui. Et si vous... Alors au début, ça marche très bien, un prompt de quelques lignes. Je vous en ai fait voir de quelques lignes. Ça marche très bien. Là, ceux que j'ai fait voir, bon, globalement, ceux-là, ils sont rigolos, ils marchent bien parce que je lui donne beaucoup d'informations dans les PDF que je mets à côté. Le bilan comptable, il contient beaucoup d'informations, c'est très chiffré et il a beaucoup d'expérience. Si demain, je lui demande, bah, par exemple, sur des sujets un peu plus flous, il va falloir aller plus loin. Et si je veux enfin, si je veux vraiment traiter vite, je dois faire un bon prompt. Pourquoi? Parce que là, dans les réponses, par exemple, il va me faire des réponses de choses que je ne veux pas. Donc, je vais lui dire, bah, dans mon prompt, quand je te pose cette question-là, je ne veux pas ces réponses-là. Et puis, par contre, je veux que tu orientes vers ces réponses-là. Et en fait, bah, c'est votre stagiaire à qui vous auriez demandé, comme moi j'ai l'habitude, stagiaire, en disant, bah, je te fais confiance, vas-y, fais-moi ça. Puis à la fin de la journée, vous voyez qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas tout compris, quoi. Parce qu'il n'a pas l'expérience. Voilà. Ben, c'est exactement la même chose. Donc, faire un bon prompt, ça s'apprend, ça se teste. Et ça se teste progressivement. C'est pour ça que j'ai mis un point là. Laisser émerger les usages et les rationaliser et après automatiser quand ils sont viabilisés, c'est-à-dire globalement, vous devez pouvoir revenir sur le prompt à chaque fois que vous le faites pour dire je rajoute ça, j'enlève ça, je te mets une condition et vous recodez entre guillemets des suites de conditions. Ouais, c'est ça. Et par contre, je suis totalement d'accord avec toi, parce que tu vas faire quand même beaucoup de chômeurs.
au niveau des services juridiques et d'autres, mais bon, faut prendre le fil comme il est. Mm. Mais bon, c'est quand même aussi un gain de temps qu'on peut faire. Par exemple, tu parlais des avocats, des comptables, etc. Où là, tu as une jurisprudence d'il y a 200 ans. S'il a la donnée, il va te la donner. Mm. Voilà, et on passera beaucoup moins de temps. Mais je pense que quand même, il faut quand même un petit peu le cerveau humain pour être derrière un peu tout ça et analyser. C'est mon avis, quoi. Et c'est pour ça il vous a parlé d'éthique, c'est Oui. l'explicabilité. Il est impossible aujourd'hui d'expliquer pourquoi ChatGPT vous a écrit cette réponse. Parce qu'il a tiré au dé. Donc en fait, faire le machine arrière consommerait encore plus d'énergie que de faire le sens de la machine avant. Donc en fait, c'est pas possible. Par contre, nous, ce que je dis quand on dit faire un bon prompt, c'est pour ça qu'il faut former vos utilisateurs. Cite-moi tes sources, donne-moi l'information dans tes sources et après, vous en êtes responsable. Donc quand je forme mes utilisateurs et quand je mets en place une stratégie dans une entreprise, je dis vous êtes responsable de ce que sort ChatGPT ou ChatGPT ou Gemini, peu importe. En gros, vous êtes responsable de ce qui sort. Et surtout pas mettre en la fin en petit indice, fait grâce à l'IA. Non, vous êtes responsable du résultat. Vous avez juste gagné du temps. Oui, Et ça, je ça, suis c'est d'accord. extrêmement important parce que Mhm. sinon, bah, c'est facile. Alors, pour les images, c'est un peu plus compliqué, mais c'est à vous de regarder. Si l'image ne vous plaît pas, vous n'allez pas dire bah, c'est de la faute à l'IA. Bon, là, mon logo est moche. Bon, bah, globalement, c'est pas de la faute à l'IA. C'est moi qui n'ai pas choisi ou qui n'ai pas fait le prompt qu'il fallait. Quoi. Ça ne me va pas. Voilà. Non, mais c'est extrêmement important. Et oui, ça va supprimer des emplois. Et c'est pour ça que je m'intègre aujourd'hui en politique parce que j'estime que c'est pas la technologie qu'on va arrêter. Malheureusement, enfin, on va pas l'arrêter. Non, on ne l'arrêtera pas. Et donc, il faut changer la façon de faire parce que si on continue à faire comme ça, eh ben, clairement, on va supprimer des postes, mais on va enlever aussi des richesses. Enfin, il y a plein d'enjeux derrière. Parce que quand on vous dit oui, mais en fait, on va supprimer des emplois d'un côté, on va en recréer de l'autre, my foot, hein, pour rester Non, poli. non, parce que c'est de la Clairement, data, c'est de la donnée. Et la donnée, tu as les supermarchés, tu as tout le monde qui fait la data. ouais. Donc, Le bilan, il va être négatif. Donc, comme il est négatif, bah, je me dis qu'en politique, je peux changer cette partie-là en disant bah, on va proposer d'autres modèles ouais, parce c'est que, ça. effectivement, voilà. Après, c'est sûrement très utopique, hein, Bon, mais Claude, tu vas passer la parole. Merci beaucoup. pardon. Johan, s'il te plaît, à toi. Oui, bonsoir, merci Aurélien pour cette belle présentation. Euh, Claude m'a un peu spolié mon intervention. Je voulais intervenir sur 3 points. Donc, l'emploi, c'est clair qu'il va y avoir des emplois qui vont disparaître, et notamment, je pense, dans tout ce qui est administratif. Et je me posais aussi la question sur les community managers, parce que là, d'après ce que tu nous as montré avec Facebook, c'est génial. Ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas les moyens de se payer un community manager pour faire de la communication, de la publication, euh, clairement, moi, c'est un outil qui m'intéresserait en tout cas. Ouais. Toutefois, alors, il faut toujours, comme le disait Claude, avoir un regard humain. Notamment, je voyais tout à l'heure sur les contrats. Les contrats sont certainement bien faits, sauf que un contrat, ça se négocie. Et ChatGPT ne peut pas prévoir toutes les clauses d'un contrat. Non. Et pareil pour un licenciement. On ne peut pas appliquer une règle de façon bête et méchante. Ça me paraît compliqué aussi. M'interrogeais concernant le dernier point sur l'emploi, sur les avocats. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que les IA aient accès à tout ce qui est jurisprudence, à une base juridique nationale, voire internationale. Je ne pense pas. Après, je peux me tromper, hein, je ne maîtrise Bah, pas. et la loi qui est publique, si, parce que ça a été. Enfin, je veux dire, normalement, les lois sont accessibles, hein, elles ne sont pas privées, donc normalement, c'est bon. Et figurez-vous que j'ai eu un sondage, là, c'est pas IFOP, mais la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai découvert pour la première fois les sondages téléphoniques, c'est un peu insupportable, c'est long. Mais là, c'était typiquement l'IA pour la partie juridique et les questions qu'il posait, ça veut dire que clairement, c'est quelqu'un qui a commandé l'enquête et c'est peut-être un Dalloz et c'est pour automatiser un certain nombre de choses. Ouais. D'accord. Vu l'orientation des questions, Oui, je me suis dit waouh, 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 c'est assez impressionnant. Ça m'a même donné des idées en disant waouh, effectivement, ça pourrait être un sympa. Ils essayaient de chercher le contexte dans lequel on pouvait bah, potentiellement accélérer le travail de l'avocat. Et c'était exactement enfin, c'était sur tous ces trois axes-là. C'est je d'accord. améliore les perfs internes, je rends plus de compétitif. J'ai pas triché parce que je l'avais fait avant les slides, mais clairement c'était ça. Ouais. Mm. Donc, Le deuxième, ah, ceci, pardon.
Si, si. Et c'est très bien rangé, hein. En juridique, si vous faites pas de redondance, normalement, c'est très bien rangé. Tout est noté, annoté, etc. Donc, c'est assez facile à scanner pour une IA. D'accord. Deuxième point, c'était concernant Johan, la. Johan, il faudrait partager la parole, s'il te plaît, Ouais, entre. alors, je termine vite fait. Le deuxième point, c'est sur la possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires. Oui. N'est-il pas, si c'est si simple, ne va-t-on pas avoir un effondrement de l'économie mondiale? Parce que si moi je peux demain augmenter mon chiffre d'affaires, que mon voisin et mon autre voisin peuvent le faire, est-ce qu'on ne va pas arriver à un effondrement à un moment donné? Et dernier point, pour conclure, parce que c'est pressé, je m'interroge moi sur l'IA, je ne suis pas réfractaire, mais je m'interroge sur l'appauvrissement intellectuel des gens à un moment donné. Parce que si on fait tout faire par des machines ou par des IA, qu'est-ce qui va nous rester, nous humains? Voilà, Mm. j'ai fini. Effondrement, je peux pas vous répondre parce qu'effectivement, je suis pas assez calé en économie et donc je me rends pas compte. J'ai fait micro-local et j'ai pas vu globalement. Je suis pas assez calé en politique pour le moment pour m'être intéressé suffisamment à ça. Pour la deuxième, si appauvrissement et abêtissement, il faut faire très attention, surtout si vous avez des jeunes pour leur donner le sens critique. Ça, c'est extrêmement important. Ça fait longtemps que c'est important, hein. Je veux dire, on disait la pub, ça va vous bouffer la tête. Mais avec l'IA, ça accélère en fait le sujet. Donc, il faut leur apprendre à avoir beaucoup plus de discernement, à être critique sur ce qu'ils voient, et d'autant plus qu'aujourd'hui, ça génère des vidéos, des contenus. Donc, bah, moi, mes enfants, effectivement, ma fille a 14 ans, donc elle commence à utiliser ChatGPT. Je lui demande, enfin, je lui apprends à être extrêmement prudente sur ce que ça répond. Parce que sinon, bah oui, on peut croire à tout. Elle commence aussi à avoir des vidéos. Mais ça fait partie de l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. De toute façon, pour s'en sortir dans la vie, c'est suis pas la route, pose-toi les questions de ce qu'on te dit, quoi. Parce que si, voilà. Moi, c'est Frédéric, un à peu comme toi? ça que je vois. Frédéric? Oui, oui, alors moi je voudrais vous faire part de trois petits points. Le premier, c'est sur la vérification des données. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, je l'ai lu dans Le Monde, un avocat du barreau de Californie qui a utilisé des fausses données, qui a utilisé une IA générative et utilisé des fausses données. Et donc, il a été repéré et il a été fortement condamné pour avoir utilisé des données qui étaient une fausse jurisprudence, en fait. Mhm. Ça, c'est le premier truc. La semaine dernière, j'étais chez mon fils qui est formateur dans une école de management et qui a affaire à la généralisation de ChatGPT. Donc, ça veut dire qu'il fait des devoirs et puis ben, il a des devoirs qui sont rédigés par certains élèves avec une intelligence générative et d'autres pas. Mhm. D'abord, aujourd'hui, il les repère relativement facilement du fait en fait, de l'évolution des élèves. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois qu'ils utilisent l'IA, on s'aperçoit qu'il y a un Un saut saut quantique. Voilà, ouais, bon. Et sa difficulté aujourd'hui, c'est que ceux qui l'utilisent, mais avec une espèce de distance, un manque de distance critique, on va dire, et que bah, l'objet de sa formation, c'est de préparer des élèves à l'esprit critique. Donc, ça veut dire il y a un problème il y a un problème de fond à gérer des élèves qui l'utilisent et des élèves qui l'utilisent pas. Et puis la dernière chose, c'est, je parle de mon cas, au sein du Rotary. Je me suis aperçu qu'il y a quelques Rotariens qui parfois utilisent l'IA générative pour rédiger leurs interventions. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'en ai jamais éprouvé le besoin. Et puis parce que, je veux dire, mes textes, je les rédige, je suis content de les rédiger. C'est un moment où je réfléchis, donc c'est un plaisir personnel. Et j'ai pas éprouvé le besoin de l'utiliser. Ça me fait penser à l'apparition de la haute fidélité dans la musique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin il y a très longtemps, non, vous ne vous souvenez pas parce que vous êtes plus jeune que moi, au moment où est apparue la haute fidélité,
On disait à quoi ça sert d'avoir de l'œil de fidélité pour écouter une chanson de Sheila? ChatGPT, ok, pourquoi pas, mais ça serait bien de préciser un peu dans quel cadre on doit l'utiliser, on peut l'utiliser, ça a un intérêt de l'utiliser. Et puis, le dernier point, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a un gros effort à faire sur la formation. Et il se trouve que l'enseignement de l'utilisation de l'IA générative, pour l'instant, ça me paraît un champ qui est encore pas défriché. Voilà. On va Oui, continuer les questions, oui. puis vous répondrez peut-être, parce que là, on est en train de déborder et d'exploser mon timing. Alors là, ça va pas du tout, là. Je me regarde dans ma tête. Philippe, après Isabelle. Oui, bonjour à tous. Alors, je voudrais confirmer l'IA génératif pour le juridique. J'ai été patron d'une Legal Tech. Ça s'utilise extrêmement facilement à partir des données juridiques, que ce soit des textes ou de la jurisprudence. Ensuite, autre chose, on utilise au bureau, c'est un bureau à cabinet d'audit, on utilise beaucoup l'IA générative maintenant. Alors, on a interdiction d'utiliser ChatGPT, parce qu'il est clair que quand on travaille en entreprise, les données sont super importantes et avec ChatGPT, elles partent aux États-Unis. Donc, on Mhm. travaille uniquement sur Mistral. On ne travaille pas sur DeepSeek ou autre. On travaille sur des serveurs qui sont en France. Ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, la plupart des collaborateurs travaillent avec l'IA. Par contre, on a fait une base de données interne parce que c'est la seule façon d'être sûr des sources et d'avoir des informations qui ne sont pas polluées par l'intelligence artificielle générative elle-même qui crée des textes que l'intelligence va chercher et qui sont faux. Donc, il y a une utilisation auquel il faut faire très attention. Maintenant, sur l'évolution du marché du travail, c'est clair que l'IA générative va supprimer beaucoup d'emplois. Elon Musk a dit il y a un mois que l'intelligence artificielle générative, qui n'existe et est utilisée que depuis 4 ans, c'est-à-dire très peu de temps, avait des performances qui faisaient x10 tous les mois. X10 tous les mois. Donc Mhm. ça donne bien un peu l'évolution qui va venir devant nous. Si on regarde le marché de l'emploi, la grande différence de cette technologie par rapport à d'autres qui ont pu intervenir avant, puisque l'informatique était aussi une révolution par exemple, c'est la vitesse de transformation. Et la grande difficulté, ça va être de s'adapter à la vitesse de transformation, aux performances qui vont extrêmement vite de Mhm. l'IA générative. Isabelle? Oui, donc j'ai déjà eu des réponses à ma première question, c'est initial, c'était sur les prompts et Aurélien y a répondu dans l'échange avec Claude. Pour aussi par rapport à ce que Philippe vient de dire, effectivement au niveau juridique, c'est ça existe déjà et notamment ça va aussi améliorer beaucoup de choses, notamment limiter les vices de procédure. Il y a déjà beaucoup de travaux et de, euh, et de travaux qui sont faits entre police et ministère de la Justice pour justement pour permettre que le policier sache tout de suite ce qu'il peut faire en fonction de l'estimation du délit commis. Donc c'est aussi de l'amélioration, hein, dans certains cas grandement de l'amélioration de ce qui peut se faire. Et puis troisième élément, c'est effectivement, Philippe en a aussi parlé, c'est tout ce qui est la qualité de la donnée et de plus en plus dans les entreprises, effectivement, ce qu'on propose, c'est déjà effectivement de travailler avec des systèmes qui peuvent être internes et de poser, et que notamment dans le développement, un domaine que je connais un peu mieux, c'est de mettre ses propres données pour faire travailler l'IA sur des données qui sont fiables pour limiter effectivement, comme tu le disais Aurélien, le coup de dé, quoi. Donc, il travaille au moins sur des données qui sont fiables, puisque le gros risque, c'est que ChatGPT prend tout, enfin, l'IA prend tout et prend aussi des fake news. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. Et il y en a de plus en plus, donc en Mm. fait, vous avez ce sujet. D'ailleurs, je rappelle que Donald Trump, la première chose qu'il a fait en arrivant à la Maison-Blanche, c'est quoi? C'est supprimer des sources de données fiables, Voilà, scientifiques. tout à fait. Justement pour favoriser, pour enlever des sources d'informations et se dire que les nouveaux entraînements ne les prendront plus en compte. C'est tout le combat, hein. Il n'a pas combattu les IA, il a combattu la donnée, la source. Ouais. Ouais, c'est vraiment le danger, gros C'est danger. extrêmement dangereux, ouais. Claude? Juste un Merci clin en tous les d'œil cas, super. sur l'économie et un clin d'œil aussi aux prestataires, euh, à l'économie d'entreprise. Moi, je pense que ça va surtout nous aider
sur l'optimisation des coûts de production, hein, sur l'industrie. Mm. Parce que moi, j'ai opéré ça avec des prestataires, hein, les BCG et autres, grands prestataires, où là, on avait une armée justement de prestataires pour faire ça avec de l'Excel, etc. Et là, je vois si on a une base de données et qu'on a, nous, dans mon ex-entreprise, ça va nous permettre d'optimiser des coûts de production à une vitesse astronomique. Alors, je lisais avant de nous quitter ce que dit François. François n'a pas pris la parole, mais puisque vous l'avez dans le chat, la base de données qui a servi à alimenter le modèle statistique est inaccessible. Est-il sain de confier ainsi le patrimoine de l'humanité à une matrice sans aucune action possible sur ce contenu? Ouais, si on parle bien d'un ChatGPT ou d'autres, un Mistral, l'enjeu, ça a été d'apprendre à partir des données Internet, mais les données Internet, elles sont libres, hein. Clairement, sauf si enfin, vous aviez mis des données sans le vouloir cachées et enfin, qui n'étaient pas bloquées, c'est-à-dire que les robots ont pu y accéder. C'est-à-dire que Google y accède depuis des dizaines d'années. Ça veut dire que je crois que c'est en Norvège, il y a un système qui archive tous les jours les nouvelles pages Internet et ça fait beaucoup, beaucoup de volume. Ils le font déjà, hein. Donc, à partir du moment où vous mettez sur un réseau public tel Internet les informations et que n'importe qui peut y accéder, elle est super publique, hein. Donc, Bon, ben, en gros, on a le droit d'exploiter, enfin, on a le droit d'exploiter un patrimoine et la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont exploité différemment. Ils l'ont exploité en apprenant un algo à répondre, ouais, et à parler, répondre à des questions de façon la plus pertinente possible, tout en respectant un certain nombre de cadres, parce qu'en ce temps-là, il y avait encore des cadres, ce que Grok n'a pas fait d'ailleurs. D'ailleurs, on n'en parle jamais de Grok, mais Grok a pris 100 cadres. C'est-à-dire on l'a pas modérée, elle. Donc elle répond tout et n'importe quoi. Elle s'en fout de la liberté de. Enfin, vous pouvez faire n'importe quel visage dans Grok, etc. Elle va répondre. Mais par contre, aujourd'hui, elle devient un peu faillible, même très faillible, parce qu'elle apprend des contenus Twitter. Et donc, elle apprend aussi de fake news. Alors que les chats GPT, etc., continuent jusqu'à aujourd'hui à se bloquer là-dessus. Moi, si je peux me permettre, Ouais. pardon, parce que j'ai un avis. En tout cas, merci pour ces échanges. J'ai écouté, c'est extraordinaire, c'était super. Moi, je pense que je suis une ancienne informaticienne, qu'effectivement, l'IA peut faire beaucoup de choses compliquées, rapides, avec beaucoup de données. Mais est-ce que l'IA sait traiter les choses simples? Non. Tenir, voilà, tenir une Non. conversation sans avoir une probabilité sur le mot suivant. J'ai par exemple vu que ChatGPT ne sait pas lire l'heure, alors que n'importe quel enfant à qui on apprend ça, il peut lire l'heure. Donc, il reste quand même pas mal de choses pour notre humanité qu'il ne faut pas perdre de vue. D'ailleurs, c'est une question pour Aurélien. Est-ce qu'il est vrai que ChatGPT ne peut plus apprendre des données qui sont générées? Donc aujourd'hui, l'IA a englouti toutes les données que l'on peut avoir, notamment données américaines et européennes. Il y en a Mhm. d'autres encore, notamment en Afrique, qui ne sont pas encore dedans. Mais il semblerait, ça c'est une question, que maintenant on peut plus, enfin, on ne peut injecter de la donnée qu'en marge. Mhm. Oui. Alors, ils ont plusieurs problèmes. Il y a un avant entraînement de ChatGPT sortie officielle et il y a un après. Et en fait, c'est un moment de césure extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ChatGPT est sorti, on a commencé à générer des fake news. Donc forcément, à partir du moment où les modèles commencent à être performants là-dedans, ils ont un problème, c'est que dans la donnée, enfin, ça leur a coûté très cher à collecter, à prendre et à modérer. Modérer, ça coûtait très cher, hein. Et là, c'est des humains qui l'ont fait, hein. Des gens de Madagascar Ouais. pour la France, enfin des anciennes colonies. Et l'objectif, c'était de dire, voilà ce que ChatGPT génère comme réponse, dis-moi si c'est cohérent. Et Mm. l'enjeu, ça a été de le réapprentissage. Mais à partir du moment où on a rendu public ça et qu'on a généré du faux contenu, bah, ça coûterait beaucoup plus cher encore de prendre même ne serait-ce que la différence, c'est 2023, hein, les derniers entraînements, de prendre cette différence et de dire, bah, globalement, maintenant, on remodère tout parce que on n'a pas moyen de savoir, on n'a pas moyen de traiter. Ce que fait aujourd'hui, ce que tente aujourd'hui OpenAI, donc ceux qui gèrent ChatGPT, mais Mistral doit le faire aussi, c'est de générer des contenus particuliers avec des LLM particuliers pour redonner à manger à l'IA. Je suis pas convaincu du résultat, mais bah voilà, c'est dans leur partie R&D, donc c'est ça l'enjeu. Donc en fait, ils ont créé un préalable en sortant eux-mêmes commercialement. Donc à partir de ce moment-là, ça a été un problème. Ce que Grok n'a pas voulu faire, puisque Grok, elle a dit, moi je m'en fous, je continue. D'ailleurs, c'était un moyen de ne pas se poser de barrière, en fait, hein. C'était de se dire,
on s'en fout, on continue à apprendre, et elle dira ce qu'elle dira, parce que c'est au nom de la logique libertarienne. Ben voilà, c'est plus simple en fait. Donc je pense qu'il y a une logique derrière économique et cohérente, c'est qu'il s'est dit, donc chez Elon, il s'est dit, bah, est-ce que ça coûte plus cher? Oui, combien? Très cher. Bon, bah globalement, on va pas faire en fait. Et on va jouer à la Bon, logique bah, libertarienne. mon cher Henri, merci Nora d'avoir posé une question positive. Merci d'avoir positivé. Nous existons encore. Mais donc, merci, merci Aurélien, merci à tous. Donc, on développera peut-être plus avant d'autres sujets parce que là, c'était très, 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 très fourni. Merci. Merci d'avoir été très, très rapide, mais aussi très, très dense. Oui, Donc, je pense qu'il faut qu'on relise tout ça. Et est-ce qu'on va pouvoir se former? Il reste encore sur l'écran la former accompagner. oui, Moi-même, je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est former accompagner. exactement. Il va falloir faire de l'empathie. Est-ce que l'empathie existe dans l'IA? Je ne sais pas. Non. Jean, si tu me permets, pour être positif, je vais donner un exemple de formation. J'étais en Chine il n'y a pas très longtemps et les Chinois me disent on a un retard sur la médecine curative. On est bon sur la médecine préventive, mais on a 20 ans de retard sur la médecine curative. Donc, on a besoin de former des nouveaux médecins. Est-ce que vous pouvez nous aider? Alors, je dis, le besoin, c'est quoi? C'est combien de personnes? 1 million de personnes. 1 million. Donc, tu imagines que c'est juste impossible de trouver les médecins, les ressources. Donc, on s'est mis d'accord pour programmer des GPT et c'est les GPT qui vont faire l'enseignement. Eh oui. Merci Aurélien. Je ne suis pas sûr que Merci ça soit beaucoup. positif, mais ça Merci fonctionne. Aurélien. Ouais. Merci à tous. Et c'était super. Merci beaucoup. Merci. Merci à Chris. Allez, bonne soirée à tous. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée à Au tous. revoir. Soirée à On tout va le nous monde. entraîner maintenant, hein. On va pouvoir s'entraîner. Ah oui, c'est entraînant. Oui. Ciao à tous.